Bonjour à tous. Alors, avant tout, je tiens, malgré mon absence physique, à vous remercier et à remercier les organisateurs de m'avoir convié à prendre la parole à cette belle activité consacrée au droit WADA. Alors, je tiens aussi à vous exprimer mon regret de ne pas être parmi vous dans votre belle province du Lualaba, où j'ai toujours plaisir à me trouver, et certains d'entre vous qui me connaissent savent que ma parole est très sincère à ce sujet. Donc je pense que ce ne sera que partie remise et que dès que l'occasion se présentera, je viendrai physiquement à nouveau au Lualaba et j'aurai le plaisir de vous rencontrer. Alors le sujet qui nous occupe aujourd'hui, et me concernant plus particulièrement, est l'OHADA et le climat des affaires. Quel bilan peut-on en tirer? Quelles perspectives peut-on envisager? Alors je commencerai dans un premier temps à faire un petit bilan relativement succinct de l'impact du droit OHADA sur le climat des affaires de façon générale, avec quelques exemples pour l'illustrer. Et dans un second temps, nous évoquerons les perspectives possibles. Perspectives possibles qui sont nombreuses, comme nous le verrons, et qui laissent entrevoir un avenir, je dirais, relativement positif quant au climat des affaires. Premièrement, donc, le bilan que l'on peut tirer de l'impact du droit WADA sur le climat des affaires. Je pense qu'il faut absolument partir du traité lui-même. Le traité qui, dans son préambule, évoque la nécessité et la volonté des États parties à mettre en place un droit qui serait moderne, adapté aux économies africaines et avec un accent mis sur les modes alternatifs de règlement des différends et, comme l'évoque le traité, essentiellement l'arbitrage, auquel le législateur OHADA aura ajouté la médiation à partir de 2017. Donc, voilà un petit peu quels sont les objectifs du traité. Alors, je pense que là, nous avons quand même une volonté du législateur OHADA de façon globale et de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de poser un objectif favorable au développement d'un climat des affaires plus radieux que ce qu'il n'est pu être auparavant. Alors, il faut rappeler que l'OHADA a fêté ses 30 ans, que votre pays, la République démocratique du Congo, en est membre depuis, disons, 13 ans pour simplifier au niveau des dates anniversaires exactes. Quel est le réel impact? Est-ce que l'objectif du traité a été atteint ou non? Nous devons être relativement mitigés parce que il serait trop prétentieux de dire qu'effectivement les objectifs ont été atteints, etc. Ce serait beaucoup trop simple et il est beaucoup plus compliqué dans la réalité à mettre en œuvre les objectifs d'un traité qu'il n'y paraît, tout simplement. Alors, ce n'est pas un constat d'échec, bien au contraire. Les difficultés sont là, il faut les surmonter, comme dans tout projet, quel qu'il soit d'ailleurs. Je donnerai deux catégories d'exemples à ce sujet sur des choses qui sont positives. La première, c'est la modernisation du droit des affaires dans la zone OHADA. Et le second, je dirais que c'est l'adaptation du droit lui-même aux réalités des économies des États membres. Alors, premièrement, ce qui concerne la modernisation du droit OHADA. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'il y a 30 ans, avant l'adoption du traité et les actes uniformes qui vont suivre quelques années plus tard,
que le droit des affaires dans la zone OHADA, d'abord dans les 14 et puis les 16 États membres et 17 avec le vôtre en 2012, les législations étaient bien souvent très anciennes, voire obsolètes, voire totalement inappropriées aux réalités du XXIe siècle. Je reprends toujours cet exemple chez vous en République démocratique du Congo du décret-loi du roi Léopold II de 1887, si je ne m'abuse, relatif aux droits des sociétés. 1887, 2012, une nouvelle législation, on est bien là face à une modernisation drastique d'un pan entier du droit des affaires. Alors, ce qui ne veut pas dire que ce décret-loi n'avait pas été revu au cours du temps, bien évidemment, mais on a là une législation clé en main, en quelque sorte, qui est venue renforcer l'arsenal juridique congolais avec des choses relativement modernes et adoptées et révisées, d'ailleurs, pas longtemps avant l'adhésion, en matière de droit des sociétés, par exemple. Ça, c'est un exemple que j'aime à citer. On pourrait le multiplier pour les autres pays. La plupart des États membres de l'OHADA, essentiellement en zone franc, puisque je dirais que les pays initialement membres de l'OHADA sont les pays de la zone franc, j'entends par franc CFA bien sûr, avaient également des législations issues de l'époque coloniale très anciennes et particulièrement mal adaptées à la mondialisation des échanges, aux économies transnationales et tout simplement aux États indépendants avec leurs interactions, notamment dans le cadre des organisations régionales multiples dont l'Afrique, le continent africain s'est doté. Donc ça, c'est une première chose qui est, à mon sens, est très importante et avérée. Le droit OHADA est un droit moderne, moderne parce qu'il est récent, moderne parce qu'il a été révisé, certains actes uniformes en tout cas ont été révisés pour être le mieux adapté possible et pour corriger aussi certaines inexactitudes qu'il y avait pu éventuellement apparaître. Donc on est bien là sur une modernité du droit. Modernité du droit implique facilité de lecture, adaptation aux réalités quotidiennes et donc plus adapté à l'investissement du XXIe siècle tout simplement. Un investisseur, quel qu'il soit, national, régional, dans la zone OHADA ou internationale, évidemment, va chercher cette sécurité juridique dans un droit qui correspond à ses activités économiques, à sa vision du monde économique d'aujourd'hui. Donc ça, c'est un avantage certain qui contribue inéluctablement au climat des affaires. C'est quelque chose qui, à mon sens, est acquis du fait simple d'adhérer au corpus juridique de l'OHADA. Deuxièmement, en quoi ce droit est particulièrement adapté aux économies africaines. Alors, je serais un peu plus mitigé sur ce point, bien qu'il soit particulièrement positif aussi, mais un peu plus mitigé. Pourquoi? Parce que les réalités économiques africaines peuvent revêtir beaucoup de choses différentes. Est-ce que les réalités économiques du Sénégal correspondent aux réalités économiques du Lualaba? Eh bien, évidemment que non. Évidemment que les disparités en termes d'activité économique, de potentiel économique, de pratiques économiques, dans une zone de 17 États aussi étendue que la zone OHADA, est compliqué d'harmoniser finalement. Alors harmoniser les pratiques, harmoniser les économies, je pense que ce n'est pas faisable. Par contre, avoir des règles communes qui gèrent ces activités économiques, ça c'est possible. Et c'est ce que les législateurs OHADA ont fait. Et là, je suis beaucoup moins mitigé sur le fait que ce corpus juridique est adapté
puisqu'il s'agit en quelque sorte d'une colonne vertébrale sur laquelle les différentes activités économiques, les différences économiques d'une région à l'autre de la zone OADA vont venir se greffer. Vous voyez un petit peu comme ce schéma d'une chaîne d'ADN sur laquelle chaque nucléide vient se greffer. Eh bien, la colonne vertébrale, cette chaîne d'ADN, eh bien, c'est le droit OADA, et je pense que ce tronc commun, il est partagé par tous et adapté à tous les types d'économies que l'on peut retrouver sur le continent africain. Et je dirais même que par extension, ce corpus juridique qui est succinct, simple, clair, pourrait être adapté à toutes les économies du monde si on se penche vraiment sur la question. Donc ça, c'est quand même un deuxième point positif, à savoir que cette adaptation, elle va se traduire au travers de plusieurs aspects. Je vais vous donner quelques aspects, hein, sans vouloir être exhaustif, bien au contraire, mais quelques aspects particulièrement importants. Je pense notamment à l'acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d'exécution, dans lequel certains types de saisies, et d'ailleurs avec la révision qui a eu lieu d'ailleurs dans votre pays lors de la présidence tournante de l'OADA, et donc cet acte uniforme a été révisé à Kinshasa, et ont été introduites quelques innovations qui sont, à mon sens, particulièrement adaptées aux réalités des économies africaines, et notamment dans le milieu agricole. Je pense à la saisie du bétail qui a été quelque peu affinée, même s'il reste parfois des choses un peu je dirais, préciser, mais ça, la jurisprudence de vos tribunaux, de vos cours d'appel ou de la CCJA viendra sans nul doute les clarifier le cas échéant. Donc, saisie du bétail d'un côté, également la saisie des récoltes sur pied, hein, donc on est bien là sur la prise en compte d'une réalité qui peut être une réalité rurale et une réalité agricole, particulièrement importante, puisque la politique de votre État, une des politiques économiques de votre État en ce moment, est bien axée sur le développement agricole. Et là, je pense que, encore une fois, le droit OADA montre qu'il est particulièrement adapté à ces volontés de développement de l'agriculture dans la zone OADA de façon plus large. Toujours sur le même sujet, l'acte uniforme sur les coopératives, hein, l'acte uniforme relatif aux coopératives, avec deux types de coopératives, la coopérative simple et la coopérative avec conseil d'administration. Je pense que la coopérative simple est particulièrement adaptée aux petites activités qui aujourd'hui sont essentiellement dans le secteur informel, hein, et donc il est possible par l'application et la mise en application de l'acte uniforme sur le droit des coopératives à mettre les petits producteurs. Alors, je prends l'exemple de l'agriculture, mais ça peut fonctionner pour beaucoup d'autres activités. Je vais y revenir plus spécifiquement quant à votre province, mais en matière agricole, il n'est pas difficile aujourd'hui de créer une coopérative simple, c'est très facile à gérer, ça permet de réduire le taux de l'économie informelle dans l'économie légale, et donc vous voyez que là aussi c'est adapté aux réalités africaines de façon générale. Alors un autre exemple, comme je viens de vous le dire, plus adapté à votre province, ce sont les coopératives minières, bien sûr. Coopératives minières qui, pendant longtemps, avaient un statut, je dirais, civil ou associatif, et n'étaient pas des sociétés commerciales au sens de l'acte uniforme sur le droit des coopératives. Donc là aussi, ce sont des adaptations qui sont à faire. Je sais que les choses ont beaucoup évolué, que depuis peu, les coopératives peuvent être immatriculées directement auprès des guichets uniques, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques temps, avec un petit flou
hein. Est-ce qu'elle devait être inscrite au registre des coopératives, comme il est prévu dans l'acte uniforme, auprès des divisions provinciales idoines ou guichet unique voilà. Mais ce flou est résolu aujourd'hui, et je pense que si le responsable du guichet unique de Kolwezi est parmi vous, il ne contredira pas cette nouveauté pour les sociétés coopératives. Un autre exemple particulièrement adapté aux économies africaines, c'est dans l'acte uniforme relatif au droit commercial général, le statut de l'entreprenant. Et là aussi, on est sur une volonté du législateur OHADA de permettre aux acteurs du secteur informel de passer petit à petit, je dirais que le statut de l'entreprenant est un statut transitoire. Donc on passe du secteur informel au statut de l'entreprenant qui est déjà une formalisation de l'activité et qui peut déboucher éventuellement, et je pense que c'est l'idée sous-jacente, vers la création d'une société commerciale à terme. Hein, donc ça, c'est quelque chose d'important aussi. Le statut de l'entrepreneur a très longtemps été laissé de côté. Deux États s'étaient particulièrement penchés dessus, c'était le Mali et le Bénin. Et depuis quelques années maintenant, un peu tous les États se sont mis à prendre un peu plus au sérieux, disons cela, le statut de l'entreprenant. Et donc c'est quelque chose qui prend un peu d'ampleur. Je sais que quelques entreprenants sont inscrits dans les différents guichets uniques en République démocratique du Congo, et c'est quelque chose qui se fait de plus en plus et qui a eu du mal un peu à se mettre en route, mais on voit que ça fonctionne. Donc là aussi, on est sur quelque chose de positif en termes de climat des affaires. Pourquoi est-ce positif en matière de climat des affaires? Eh bien, sachez qu'un investisseur étranger, qu'il soit de la zone OHADA ou extérieur à cette zone, quand il vient s'installer dans un pays membre, il attend à pouvoir avoir des fournisseurs, des partenaires, des prestataires qui sont des entreprises formalisées. Il ne peut pas se reposer sur l'activité informelle pour développer son activité en bonne et due forme. Pourquoi? Parce que difficultés en termes de comptabilité, d'information financière, etc., à pouvoir justifier des activités avec des acteurs non immatriculés en quelque sorte. Hein. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui, en matière de climat des affaires, est particulièrement important aujourd'hui, et notamment en matière de sous-traitance, tout simplement. Et vous savez mieux que moi que la question de la sous-traitance dans votre pays est fondamentale, et la loi sur la sous-traitance et l'autorité qui la contrôle notamment sont particulièrement vigilants et avisés sur la question. Voilà ce que je voulais vous dire en termes de bilan que je considère comme relativement positif, même si on peut évidemment faire mieux et aller plus loin. Mais je dirais petit pas par petit pas, comme nos amis anglo-saxons diraient step by step, mais la machine, je dirais, est enclenchée, et donc le positif arrive de plus en plus rapidement, je dirais, et s'accélère. Maintenant, deuxième point sur les perspectives. Alors les perspectives, en termes d'amélioration, bien sûr, de climat des affaires, bien, il y a quand même des choses qui sont constatées. Alors, dans les rapports Doing Business, même si ils ont été abandonnés, repris, etc., mais peu importe, sur les indicateurs économiques dédiés à la zone OHADA, les taux de croissance, les taux d'investissement étranger, etc., étaient en hausse systématiquement depuis l'adhésion à l'OHADA. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le corpus juridique OHADA seul qui a tiré vers le haut cette croissance et ces investissements, mais c'est un des éléments qui a permis à ces indicateurs d'avoir une croissance relativement constante. Hein, donc, ce n'est pas l'OHADA seul, mais l'OHADA y a contribué, et des indicateurs chiffrés
permettent de le mesurer. Deuxième point sur quelque chose qui est en route depuis un bon moment, c'est la justice commerciale, son fonctionnement, son impartialité et son efficacité. Là aussi, et je ne sais pas si parmi vous se trouve mon ami Frédéric Kenyé-Kitambo, le président du tribunal de commerce, mais je pense qu'il s'il est parmi vous, il ne me contredira pas que les tribunaux de commerce, même s'ils étaient prévus bien avant l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'OHADA, l'adhésion à l'OHADA a boosté un petit peu cette mise en place et a permis l'établissement des tribunaux de commerce qui fonctionnent aujourd'hui très bien, surtout celui de Kolwezi, mais je dis ça uniquement pour flatter mon ami le président du tribunal. Et également les cours d'appel qui pour certaines ont encore des difficultés, hein, il ne faut pas se voiler la face, mais du fait notamment de la réforme administrative avec l'éclatement des grandes provinces, etc., font que certaines cours d'appel manquent parfois de moyens, de choses comme ça, et donc ont parfois des difficultés. Mais encore une fois, tout ça s'améliore. Et d'ailleurs, la loi sur les tribunaux de commerce a été très récemment révisée. Ça montre qu'il y a bien une dynamique d'amélioration constante et d'adaptation. Hein, on répond bien là aux objectifs du traité OHADA. C'est ça qui est important de retenir. Donc, voilà, quelque chose, je pense, de très positif dans l'évolution de la justice commerciale du fait du droit OHADA. Et c'est quelque chose que l'on constate dans beaucoup d'États membres, évidemment. Ça, c'est une première chose sur des choses que l'on constate. Un petit écueil quand même, c'est sur le recours, et c'est prévu aussi dans le préambule du traité, le recours aux modes alternatifs de règlement des différends. Alors le traité évoque plus particulièrement l'arbitrage, mais pourquoi? Parce que l'acte uniforme sur la médiation est arrivé après la dernière révision du traité et donc n'y figure pas tout simplement. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, le recours demandé par les objectifs du traité aux modes alternatifs de règlement des différends, il s'agit bien de l'arbitrage et de la médiation. Alors, arbitrage CCJA, arbitrage ad hoc ou arbitrage de centres d'arbitrage institutionnels nationaux ou régionaux, tout cela est possible, mais on constate encore aujourd'hui que la plupart des grandes entreprises, qu'elles soient internationales ou nationales, recourent souvent à l'arbitrage devant la Chambre de commerce internationale, le CIRDI ou que sais-je encore, avec des coûts qui sont plus importants, à mon sens, qu'un arbitrage CCJA ou un arbitrage institutionnel ou ad hoc, qui pourrait permettre les mêmes résultats avec des coûts largement moindres et un sérieux tout aussi fiable que les grands centres d'arbitrage internationaux. Donc ça, c'est un peu dommage, je dirais, que le déclic n'a pas encore été pris par les acteurs économiques de recourir aux arbitrages locaux ou régionaux. Ça, c'est quelque chose qui est un peu, à mon sens, dommageable. Voilà sur ce que l'on peut mettre en perspective en termes d'amélioration, je dirais. Sachez aussi aujourd'hui, et je pense que c'est important, la zone OHADA attire d'éventuels États membres supplémentaires. Alors, c'est quelque chose que l'on doit garder, sur lequel on doit garder un œil attentif. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où un État s'intéresse à l'OHADA et à la zone OHADA, évoque la possibilité éventuelle de rejoindre ce corpus juridique, c'est qu'il y a un intérêt à rejoindre cette organisation. Et ce qui implicitement veut dire, eh bien,
ça nous sera bénéfique. Et si ça est bénéfique à un futur État membre, c'est que le climat des affaires, il est constaté que le climat des affaires est meilleur dans la zone OHADA qu'hors de la zone OHADA, tout simplement. Alors, les États qui ont marqué leur intérêt particulièrement fort pour l'OHADA en ce moment, c'est le Burundi, votre voisin. Alors, je pense que vous êtes déjà liés par d'autres organisations internationales et notamment par des zones d'échange, des zones économiques un peu communes, hein, du côté d'Uvira, si je ne me trompe pas. Donc, vous avez déjà un patrimoine économique, je dirais, relativement proche et commun avec ce pays. Et son adhésion à l'OHADA, je pense, serait tout à fait bénéfique pour les échanges avec la République démocratique du Congo au sens large. Un autre pays qui a marqué un intérêt de plus en plus fort, c'est Madagascar. Alors Madagascar est peut-être un peu plus éloigné de vous, certes, mais finalement pas tant que ça, hein. Si on réfléchit bien, Madagascar, c'est le détroit le canal du Mozambique, c'est pas si loin du Haut-Katanga, par exemple, hein. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder à l'œil aussi. Et puis ce qui permettrait d'avoir une ouverture sur l'Afrique de l'Est plus importante, avec notamment aujourd'hui les Comores qui sont particulièrement excentrés par rapport au reste de la zone OHADA. Et je pense que là aussi, cela permettrait des échanges plus fructueux. Et puis, plus récemment, et en deux temps, je dirais, il y a quelques années et à nouveau cette année en 2025, le Maroc s'intéresse de plus en plus à la zone OHADA. Alors, est-ce que, avec une volonté d'y adhérer ou pas, je ne peux pas me prononcer là-dessus pour l'instant, mais le fait qu'une puissance économique africaine telle que le Maroc s'y intéresse, ce n'est pas anodin du tout, et ça ne peut être que par un intérêt quelconque en matière économique, hein, ce qui veut dire que le climat des affaires correspond aux attentes d'une puissance telle que le Maroc aujourd'hui sur le continent. Et alors, nous avons également le Mozambique, hein, qui commence à regarder un petit peu du côté de l'OHADA. C'est assez intéressant, pays lusophone, avec, je dirais, ses caractéristiques, proche de Madagascar, qui fait la même démarche. À voir, les choses sont beaucoup moins avancées, mais là aussi, ça montre un certain intérêt d'une Afrique peut-être un peu différente, pas en termes juridiques, puisque ce sont toujours des pays de droit civiliste, certes, mais un pays de culture un peu différente. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis enfin, comme je le répète très souvent, l'OHADA a servi de modèle à l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires dans la Caraïbe, où toute une myriade de micro-États et d'États plus importants d'Amérique centrale se sont mis ensemble sous une forme totalement différente de l'OHADA, mais en partageant des lois modèles et notamment avec un centre d'arbitrage commun, hein, le CARO, comme il s'appelle, qui a été mis en place il n'y a pas très longtemps. Et puis en Europe aussi, un projet de code européen des affaires qui s'inspire très clairement, et des articles l'évoquent, hein, qui évoquent très clairement l'inspiration tirée du modèle de l'OHADA. Donc là aussi, à partir du moment où le modèle sert de modèle à d'autres, ça veut dire qu'il est considéré comme un bon modèle, hein. Et là, on est bien à nouveau sur je dirais, quelque chose qui touche au climat des affaires de façon large. Alors très rapidement, pour conclure, retenons que les objectifs du traité tendent à être atteints, petit pas par petit pas, certes, mais avec des choses que l'on peut mesurer aujourd'hui, que ce soit en termes d'indicateurs économiques, mais surtout en termes de sécurité judiciaire. J'ai insisté sur les tribunaux de commerce et la justice commerciale, mais aussi avec cette volonté de transformer l'activité informelle des États membres vers
l'activité formelle et donc une économie particulièrement intégrée aux activités publiques de l'État, avec évidemment cette question de la fiscalité et donc de la redistribution des infrastructures et donc aussi du climat des affaires. Voilà ce que je voulais vous dire très vite, parce que le temps manque toujours, c'est comme ça, mais j'espère pouvoir répondre à vos questions si la technique le permet. Sinon, sachez qu'à mon prochain passage dans le Loup-à-la-Bas, je serai ravi de vous voir tous d'une manière ou d'une autre et de répondre de visu à vos questions. Merci pour votre attention et à très bientôt, je l'espère. Merci.